Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes aujourd'hui un peu en avance, mais cela ne change rien au fait que nous sommes là ce soir et une fois de plus, nous allons vous entretenir ou alors nous entretenir sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Dipote qui m'accompagne de nous donner les angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé adressé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir nous allons parler des enjeux spirituels à l'ère d'une pandémie. Puis le deuxième élément sera porté sur la méditation, la métaphysique et le discernement en fait. Dans la métaphysique du discernement, je crois bien. D'accord. Et qu'est-ce que nous devons retenir à la fin de cette émission? Alors, on doit retenir que si les gens vivaient spirituellement, il n'y aurait pas de maladie. Sinon, il n'y aurait pas de maladie créée par eux-mêmes. Parce que beaucoup de nos maladies, c'est nous-mêmes qui les créons. Il n'y aurait pas la dépendance aux médicaments, par exemple, aux vaccins et tout. Donc, essayons de voir jusqu'où cela peut être possible. Je crois que c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr. Vous aurez votre chronique qui se fera en deux parties. Vous aurez également la réflexion et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare. Le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie. 26e édition. Les enjeux spirituels à l'ère d'une pandémie. Est-ce qu'on est en droit de penser que la spiritualité est du domaine scientifique? Bien sûr que oui, car nous l'avons relevé dernièrement. Elle fait partie de la science globale, celle qui s'étend sur toutes les autres sciences. Sauf qu'il faut reconnaître que aucune science, outre la spiritualité, ne saurait être facile à maîtriser. De ce fait, nous voulons qu'à l'aide de ce programme, Le Monde Inconnu, que nous puissions y parvenir. Question de donner le meilleur de nous-mêmes en y apportant de la plus belle manière notre modeste contribution dans la construction de l'édifice de ce monde nouveau en gestation. C'est un engagement que nous nous livrons à honorer, c'est-à-dire faire tout pour que tous ceux qui nous suivent puissent prendre conscience que notre intérêt à tous est de relativiser nos vies à l'essence de nos exigences existentielles. N'oublions pas que les enjeux de la spiritualité obéissent aux lois universelles de l'unicité qui se traduisent en ce sens. Jamais un sans deux, jamais deux sans un. Nous entrons là dans la sphère de la mathématique cosmique qui fait déchiffrer que 1 plus 1 égale 1. Une mathématique spirituelle qui somme toute laisse réaliser que pour qu'il y ait une harmonie universelle certaine, il faut que tout un assemblage de personnes s'unissent et deviennent un et indivisible. Une loi qui s'applique dans la maxime de l'union fait la force. Autrement dit, si le capitalisme n'était pas mercantile et impérialiste, dans l'ensemble, rien ne pouvait ébranler le genre humain. Que faire pour que le côté animal nous quitte totalement et bénéficie d'une autre dimension existentielle, celle qui ferait de nous des humains et non des bêtes de somme? Pour donner une réponse métaphysique et conséquente à toutes ces questions, nous avons essayé de tourner des idées sur plusieurs éditions, non pour vous convaincre ou vous convertir à quoi que ce soit, mais pour tenter de changer sur la contre-productivité de l'action des médias des pays du Nord, ces prédateurs scientifiques qui sèment la panique dans les esprits d'un grand nombre de gens à travers le monde. Métaphysiquement parlant, l'heure au raisonnement a sonné, c'est-à-dire le moment est venu pour que nous puissions nous retourner là où se trouve la raison d'être en chacun de nous.
la raison étant du côté de la vérité, et parce que la vérité est au-dessus de tout, relevant des mondes supérieurs, nous devons retenir que c'est elle qui est la connaissance subliminale. Nous gagnons à la rechercher, à la faire prospérer. Nous avons intérêt d'être raisonnables pour qu'elle puisse nous habiter à jamais, pour qu'elle nous guide dans tout ce que nous faisons. Ainsi, nous finirons par vivre dans le monde de la béatitude et de bonheur total. Un monde sans souffrance causée par nous-mêmes, un monde où les maladies ne vont plus exister de la même manière qu'aujourd'hui, un monde sans médicaments, sans vaccins. Car tant que le système de formatage des cerveaux ne saura céder la place à une véritable formation scientifique, les médicaments et vaccins, par exemple, continueront à être fabriqués dans le but d'en gagner de l'argent. Et à jamais, les maladies, voire les pandémies, ne cesseront d'exister. Résultat, vivre dans un monde de santé, c'est vivre sans médicaments par exemple. Ceci relève de la spiritualité. Un monde où la pratique de la méditation aura une place de choix, car nous avons dit qu'elle doit servir de véhicule pour tous ceux qui veulent emprunter le chemin de la spiritualité pour devenir des divins. Eh bien, n'ayant pas compris cela, il n'est que normal que l'humanité puisse s'attendre aux maux qui frappent toujours et toujours un grand nombre de gens de partout dans le monde. Alors, professeur, nous voilà de retour sur le plateau. Vous parlez ce soir de connaissances subliminales. Après avoir passé après l'édition passée, nous avions parlé de la spiritualité comme étant la science ou alors la mère des sciences. Aujourd'hui, on parle de connaissances subliminales. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver sur ce chemin-là? Alors, question un peu embarrassante, mais c'est une question, il faut que je puisse répondre. Alors, nous sommes nés pour évoluer. Et notre évolution, c'est pas seulement de grandir. Notre évolution, c'est d'atteindre des objectifs, on peut dire bien, divins. C'est-à-dire, notre évolution doit être dans le sens à ce que nous réintégrons la source. Et si nous pensons que la source, c'est Dieu, pour ceux qui sont dans la logique créationniste, si c'est que nous devons regagner Dieu, ça veut dire que nous devons, le monde, nous devons aller vers Dieu, ça veut dire que nous devons aller au paradis. Alors, cela se parle. Je crois bien, les religieux en savent mieux que quiconque, mais comment faire pour aller au paradis? Il ne faut pas pécher. Comment faire que tu ne pêches pas alors qu'on t'a créé doté d'une... tu n'es pas quelqu'un d'essence divine directement pour que tout ce que tu fasses entre dans la perfection. Tu es dans l'imperfection. Comment faire pour échapper dans la sentence ou bien la punition de pécheur que tu es? Est-ce que c'est en priant? Est-ce que c'est en méditant? Est-ce que c'est en restant dans la logique que je crois en Dieu, et Dieu, nous avons deux dieux en Afrique. Soit tu crois à Christ, soit tu crois à Allah. En dehors de ça, les autres dieux n'existent pas. Bon, là, dans le monothéisme, on nous dira bien que ces deux dieux-là sont les mêmes. Pourtant, il y a bien de la bagarre entre ces deux groupes d'influence. Alors non, la connaissance subliminale est ce qui nous amène à relativiser l'essence de vie en nous par rapport à nos exigences au quotidien, aux exigences du quotidien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous voulons pérenniser Dieu en nous, parce que Dieu en nous c'est la vie c'est Dieu, Dieu c'est la vie c'est Dieu. Alors, si nous vivons, ça veut dire que Dieu est en nous. Et comment savons-nous que nous vivons? Parce que nous sommes nés
On n'est pas né des morts-nés. On nous aurait enterrés. Nous sommes nés des vivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a constaté que nous vivons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ceux qui n'ont pas pu respirer. Alors, le souffle de vie doit être entretenu et doit être entretenu dans un sens à étudier profondément ce que c'est que la vie. Et là, nous entrons dans la logique du vitalisme. Le vitalisme devrait être enseigné à l'école, de l'école primaire jusque dans les universités, même dans les écoles, parce que l'importance de l'être humain serait à ce qu'il soit au centre de la vie, et non que il soit comme instrument. Bon, quand je dis centre de la vie ici, je fais allusion à la vie économique, je fais allusion au système économique, au système capitaliste, à tous les systèmes qui existent, communistes, socialistes, dont l'homme devrait être dans l'économie du monde l'élément moteur, dans le sens que c'est lui qui soit au centre. Mais ce que nous remarquons, c'est que c'est plutôt un instrument, l'homme est un instrument que le système mondial utilise pour atteindre des objectifs qui ne servent à rien, finalement, même à ceux-là, même qui ont organisé ces systèmes. Parce que la finalité, c'est que, à un moment donné, la vie part, on trépasse, et le même tralala recommence avec ce qui reste. Sans se poser la question que tout le brouhaha du milliardaire qu'il y avait ici dans notre environnement, il monte milliardaire, il descend milliardaire. Il prend les avions, il part ici, il est là, on le reçoit avec beaucoup d'honneur. Mais à la fin, il meurt comme tout le monde. Alors tout cela devrait servir de leçon. Alors c'est cette leçon-là qui existe dans la recherche de la connaissance, du moins dans la recherche de l'acquisition de la connaissance qui se veut donc subliminale. Voilà. Vous avez parlé du vitalisme comme étant une matière qui devrait, autant pour moi, être enseignée dans les écoles, que ce soit au primaire ou alors à l'université. En quoi consisterait donc cette matière, le vitalisme? Alors, cette matière, elle est philosophique et elle est métaphysique. C'est-à-dire que dans le corps humain, il existe des êtres vivants qu'on a baptisés les cellules. Les êtres vivants, pourquoi? Parce que ces cellules-là vivent. Maintenant, lorsqu'on dit que la vie, le souffle de vie est entré chez un individu qui vient de naître, qu'on va appeler bébé, on n'arrive pas à savoir où ça va loger, c'est-à-dire où ça va se retrouver. Que ça se retrouve éparpillé au travers de tous ces individus que sont les cellules, ou que cela soit placé à un endroit précis. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une confusion totale qui fait en sorte que les chercheurs dans le domaine de la santé, puisque là nous sommes dans ce domaine-là pour essayer de décrypter ce qui serait la vie, n'intéresse pas ces gens-là. La cellule ou les cellules qui sont des êtres vivants mangent, boivent, défèquent, se reposent, se mettent en activité, comme l'homme se met en activité. Leur inactivité peut entraîner ce qu'on appelle l'asthénie, c'est-à-dire une fatigue générale. On peut rester comme ça, on se sent fatigué, on ne comprend rien. Mais parce que c'est celui-là, on dit, nous sommes fatigués d'être malmenés ou bien d'être sollicités. La manière dont on nous sollicite nécessite à ce que nous, on se repose un peu. Parce que ça nous fatigue déjà.
alors vous serez habité par une fatigue qu'on va appeler l'asthénie générale, avec le corps médical officiel qui joue le jeu de la symptomatologie. Alors dans ce jeu, dans un autre exemple, on peut dire aussi que les cellules, dans le désordre qui peut arriver au niveau des prises de décision de l'individu qui porte son corps et qui se permet de boire, de manger n'importe quoi, qui fait de son tube digestif une poubelle, et qu'à un moment donné, l'indigestion arrive, il y aura des réactions du trop plein du tube digestif. Alors ces réactions, les plus simples sont, par exemple, le reflux. On a l'impression que la nourriture remonte, comme si tu avais une panse et que tu avais besoin de rédigérer, de remastiquer la nourriture, peut-être mal mastiquée. Là, on peut cracher cette nourriture de temps en temps. Ce gêne-là, ces malaises-là ne sont pas accentués. Mais quand ça commence à faire comme s'il y avait un pincement au niveau de l'estomac, comme s'il y avait des lames de rasoir ou bien des piquants, on est obligé de se poser la question que maintenant, je ne vais pas supporter ça longtemps. Il faut que j'aille voir un médecin. Alors, maintenant, la décision que tu prends, tu la prends en fonction du fait que les cellules parlent. Donc, le mal a dit. C'est-à-dire, le mal, c'est quoi? C'est les cellules qui ont mal et qui parlent, qui disent que tu commences à déranger, tu exagères déjà. Maintenant, quand on va aller, je parlais du vitalisme, quand on va aller dans le sens d'une réflexion, du genre, j'écoute le langage des cellules, on n'aura pas besoin de médicaments. Parce que le médicament ne viendra pas pour aider les cellules à résoudre son problème. Plutôt, le médicament viendra dire aux cellules, taisez-vous. De quoi vous parlez là? Donc là-dedans, on a les sédatifs, les antalgiques, il y a des morphines, tout genre d'anesthésiants qui empêchent à ce que le mal ne se parle plus et que la douleur foute le camp. Pendant ce temps, les cellules ne sont pas à l'aise. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le système utilisé ne tient pas compte de la vie, c'est-à-dire du côté de la vie, du côté vital de la cellule. Il ne tient pas compte. Parce que c'est quand des perturbations entrent de ce côté-là que le langage, du moins que la maladie se présente. Qu'elle se présente sous forme d'une épidémie, c'est que si épidémie il y a, ça veut dire que de l'extérieur, l'intérieur a pu répondre à une, disons, agression, ou bien, comment on peut dire ça? On peut dire qu'il a pu répondre à une situation qui voudrait que les corps de même nature se mettent ensemble. C'est-à-dire que les cellules qui étaient dedans étaient prédisposées à recevoir de l'extérieur des agents pathogènes qui viendraient perturber leur harmonie. Donc, en réalité, la recherche de la connaissance du vitalisme, qui est une connaissance philosophique métaphysique, rentre dans le cadre des premiers pas, des prémices de l'humorisme. L'humorisme étant une science qui lit facilement les réactions des cellules. C'est-à-dire qui peut bien savoir que le système émortoire, c'est-à-dire le système d'évacuation de surcharge ne fonctionne plus bien, hein, vous ne transpirez plus bien, ou bien vous transpirez un peu de trop, vous ne faites plus bien les selles, ou bien vous ne faites pas, vous faites un peu trop de sel. Bref, tout ce qui peut permettre à ce que les déchets soient éliminés est étudié à partir du système humoral qui permet de lier le pont entre
le vitalisme à étudier, en ce sens que, comment dirait ça, en ce sens que l'énergie vitale a été évaluée. C'est-à-dire que l'évaluation de l'énergie vitale s'est produite dans les conditions normales, et là on arrive à un aboutissement scientifique nécessaire qui permet de ne pas choquer les cellules, mais plutôt de les apporter assistance. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que si tout le monde se mettait, ou alors si on arrivait à enseigner le vitalisme et à prendre le vitalisme en compte, on n'aurait sûrement pas de maladie. Mais toujours est-il que les cellules sont des êtres vivants qui parlent. Donc, à un certain moment, on peut avoir ce langage des cellules-là. Alors, s'il ne faut pas prendre de médicaments, comment est-ce qu'on va donc arriver à gérer le langage de ces cellules? Parce que je me dis que fait quoi, à un moment, les cellules peuvent parler. De toute façon, on ne peut pas vivre sans être malade. C'est impossible. Parce que les cellules, comme elles sont des vivants, peuvent mourir. Les cellules produisent le dioxyde de carbone. Oui. Les cellules produisent l'ammoniac et les cellules produisent des radicaux libres. Tout cela, c'est un ensemble de toxines ou d'une certaine forme de toxémie interne qui voudrait qu'à un moment donné, le système émortoire, c'est-à-dire le système d'élimination des déchets, puisse bien fonctionner. Si ça ne fonctionne pas bien, on est malade sans même avoir été en contact avec quelque chose venant de l'extérieur. Bon, alors mais maintenant, pour que les cellules ne se détruisent pas de cette manière-là, il faut bien que on n'accélère pas le désordre, qu'on ne mette pas le désordre dans le corps à travers l'alimentation, les boissons, tout ce qu'on fait. Il faut qu'on fasse attention à ça. Bon, tout cela. Bon, maintenant, par rapport à ta question, lorsque on a des problèmes, qu'on n'a pas du moins extraverti les lois de la nature, c'est-à-dire qu'on a utilisé une intelligence qui est en rapport avec les cellules, le fonctionnement des cellules. Alors, il est difficile que le reflux ou le flux se produise de façon à entraîner un accident. L'exemple est simple. On peut avoir une fièvre. La fièvre aura pour but d'éliminer les déchets en utilisant des voies telles que les pores, c'est-à-dire par les voies de transpiration. Alors, là, est-ce que cette fièvre qui vous abat et qui fait que toutes les 16 heures, vous êtes en train de grelotter et vous êtes dans un endroit où vous n'avez aucun médicament? Oui, parce que là, il ne faut pas toujours voir le médicament comme étant quelque chose de nécessaire. Là où il n'y a pas le médicament, on fait comment? C'est ça la question. Alors, il y a des gens qui survivent. C'est-à-dire, il a sa fièvre. Il peut avoir la chance qu'il a une couverture. Et puis, il se met sous la couverture qui va le réchauffer. Et il va transpirer abondamment jusqu'à mouiller le drap et même le matelas. Chaque soir, ça va se répéter. Jusqu'à atteindre un certain nombre de jours. Ça peut être 2, 3, 4, 5 jours, même 10 jours. Perdre du poids. Et pendant cette période, la mort ne vient pas. Pourquoi? Parce que c'est juste une simple fièvre. Juste, c'est ce qu'on venait de dire là maintenant, c'est des déchets de l'ensemble de ce qui, de l'intérieur, doit sortir du corps. C'est ce qui s'est produit. Alors, à partir de là, on récupère sa santé. Lorsqu'on sort de cette situation, on peut faire 5 ans sans plus être malade. Ni les maux de tête, ni les fièvres, ni la toux, ni rien ne se passe. Parce que ce mécanisme est comme une purification de l'organisme tel que ça se passe avec les marées hautes de la mer qui trimballent hors du nid de l'océan
tout ce qu'il y a comme déchet. C'est ça qu'on appelle l'auto-guérison. Et ça, c'est une intelligence divine qui est directement liée au fonctionnement des cellules. Et cette intelligence divine n'a pas besoin de médicaments pour que ça ait lieu. Là, c'est pas seul. Il y a un autre exemple. Si vous vous blessez et que vous n'avez pas la possibilité de vous soigner, vous allez cicatriser. Pour le peu que la circulation du sang, votre sang n'est pas bourré d'hyperglycémie, c'est-à-dire du sucre, ou bien des ingrédients venant de tout ce qu'on a bu comme médicament ou de tout ce qu'on a mangé d'inadaptable ou non biodégradable pour l'organisme. Si vous avez une vie simple, si vous mangez des simples, les simples, ça veut dire que vous vivez d'une bonne respiration, vous mangez, vous buvez de l'eau suffisamment, vous mangez des nutriments qui sortent de la mamelle nourricière qu'est la mer, la terre, de manière à bien les cuisiner, parce que il y a aussi ça, n'est pas trop assaisonné, si ceci ou cela, à bien les cuisiner, et également de manière à bien mâcher. Alors, à un moment donné, votre corps prend peut-être un rythme, ou peut-être parce qu'il y a un trop-plein dans ce que vous mangez, parce qu'il peut arriver qu'on soit malade même en mangeant des choses naturelles, par le fait que vous ne mesurez pas la quantité de ce qu'il faut manger. On remplit trop l'estomac, et puis à un moment donné, on n'arrive pas, on donne plus du travail à l'estomac, il va se passer un problème. Donc au lieu de manger un plat, on en mange 2, 3. Du coup, parce qu'on dit, bon, je prends un repas par jour, donc il faut que je m'alimente très bien. Alors que peut-être il serait même mieux de prendre plusieurs repas par jour, mais faire attention de ne pas faire du trop plein et ne pas trop donner du travail à l'estomac, même en prenant trop de repas, ça fait qu'il travaille tout le temps. Donc il faut lui donner le travail une fois et tu le laisses se reposer jusqu'à une certaine période. Alors dans tout cela, c'est ça qui ferait donc que qu'on monte, qu'on descend, on devient malade. Là, la maladie ne vient pas du fait de l'attaque ou de l'agression ou des microbes, hein, ou des virus ou des bactéries. Ça vient du fait d'un dysfonctionnement quelque part qui part de trop plein de digestif, par exemple, et qui peut entraîner même des migraines, des céphalées. Parce que la façon dont on explique les migraines, souvent, je suis ça des personnes qui s'exhibent dans des télés à expliquer des choses qui lisaient directement des encyclopédies ou des dictionnaires médicaux. C'est des façons discutables. Lorsqu'on a une bonne lecture du vitalisme et une bonne lecture de l'humorisme, c'est des façons très discutables. Mais lorsqu'on n'a qu'une lecture basée sur la symptomatologie, alors on peut penser que c'est la seule façon à pouvoir expliquer la chose. Alors nous allons prendre la deuxième partie de la chronique et puis nous allons revenir pour la suite des questions. L'homme est-il fait pour que l'on puisse tenir sur lui un discours aussi précis que celui du pharmacien ce matin, en allant jusqu'au fin fond des molécules? La métaphysique du discernement pour parvenir à la réalisation de son sanctuaire intérieur, ce que nous avons baptisé la cathédrale de son âme. Il nous revient de comprendre et maîtriser le fonctionnement de ces différents corps ci-dessus cités. Corps physique, astral et mental. Autrement dit, savoir se doter de 4 qualités requises pour préparer son entrée dans le chantier. Le discernement, l'absence de désir, la bonne conduite et l'amour. Voyons ce que nous propose à nouveau Krishnamurti par rapport à son contact avec le maître sur chacun de ces qualités
en commençant par le discernement. Il ne s'agit pas d'une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée, du genre le discernement des nuances comme étant une simple distinction, mais bien plus une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est ce qui fait dire souvent agir avec discernement ou avoir le bon sens dans son jugement. Mais du point de vue métaphysique, en règle générale, à ce mot, on va dans le sens de la distinction entre le réel et l'irréel. Il s'agit de voir la chose dans le sens de l'évolution, car le chantier dont il est question ici est la piste que l'homme doit emprunter pour son évolution, celle qui le conduit à la divinité. Étant donné que le discernement est la pièce maîtresse à cette évolution, il est donc bien plus encore qu'un simple aspect de bon sens. Le maître dit, cette qualité doit être pratiquée non seulement au début du sentier, mais à chaque pas, chaque jour jusqu'à la fin. Tu entres dans le sentier parce que tu as appris que dans le sentier seulement, on peut trouver ces choses qui sont dignes d'être obtenues. Les gens qui ne savent pas l'importance de cette qualité travaillent pour acquérir richesse et pouvoir, mais ignorent que ces choses ne durent tout au plus qu'une seule vie et par cela même sont fictives. Il existe de plus grandes choses, des choses qui sont réelles et durables. Une fois que tu les as entrevues, tu ne désires plus rien. Tâche de voir ce qui vaut la peine d'être fait. Souviens-toi que tu ne dois pas juger une chose par sa grandeur. Une petite chose qui est directement utile au travail du maître a beaucoup plus de valeur qu'une grande chose que le monde appelle bonne. Tu dois distinguer non seulement l'utile de l'inutile, mais aussi ce qui est plus utile de ce qui l'est moins. Nourrir les pauvres est une tâche bonne, noble et utile. Mais nourrir les âmes est plus noble et plus utile que de nourrir leur corps. N'importe quelle personne riche peut nourrir le corps. Seuls ceux qui savent peuvent nourrir l'âme. Si tu sais, il est de ton devoir d'aider les autres à acquérir la connaissance. Entre le bien et le mal, la métaphysique ou l'occultisme n'admet pas de compromis. Il faut, à n'importe quel prix, faire ce qui est bien. Tu ne dois pas faire ce qui est mal, quoi qu'en dise ou en pense l'ignorant. Étudie profondément les lois cachées de la nature. Quand tu les connaîtras, organise ta vie conformément à ces lois, faisant toujours usage de la raison et du bon sens. Tu dois discerner entre l'important et le futile. Ferme comme un roc là où le bien et le mal sont en jeu. Cède ton tour à d'autres lorsqu'il s'agit de choses sans importance, car tu dois toujours être gentil et bon, raisonnable et accommodant, laissant aux autres la même liberté que tu souhaites pour toi-même. Alors professeur, avant de passer à la deuxième partie de la chronique, on s'est séparé sur le comment faire pour amener à comprendre alors le langage des cellules, remédier au langage des cellules. Vous aviez pris un exemple dans lequel vous expliquez qu'on peut faire de la fièvre au bout de 10 jours, ça passe parce que le corps est en train de s'auto-guérir, c'est le mot que vous avez employé. Mais j'aimerais bien savoir, généralement, dans nos villages ou alors dans les endroits un peu plus reculés, on a souvent recours à des décoctions, à des remèdes, des trucs qu'on fait à base des plantes. Alors, d'après votre exemple, vous parlez d'auto-guérison, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on a de la fièvre, alors quand les cellules sont en train de parler, parce que ça peut être autre chose que de la fièvre, il ne faut pas prendre ces décoctions, il faut laisser le corps s'auto-guérir ou alors il faut prendre ces décoctions? Oui, bon, mais là, c'est
c'est bon la question là. Je n'ai pas fait allusion du fait que rien de tout cela n'est utile. C'est vrai. Je voulais expliquer d'abord que si par exemple un enfant qui n'a pas ses parents, tous sont partis, on l'a laissé là. Il n'y a personne qui peut lui faire le bain de vapeur, ce qu'on appelle le zona là maintenant, ailleurs là. Parce que le bain de vapeur, on le faisait pour busquer les déchets hors du corps. Donc par transpiration, vous êtes sur la marmite, avec une marmite qui a des feuilles qu'on a bien chauffées. Et c'est ce fait-là qui retient la vapeur. La marmite est donc fermée. Vous entrez avec la marmite sous la couverture, sous une couverture, c'est pas moi comment. Et puis, vous commencez à ouvrir la marmite petit à petit, la vapeur monte sur vous jusqu'à transpirer abondamment. Alors, lorsqu'on transpire abondamment, on a éliminé les déchets, qu'on les appelle parasites, qu'on donne n'importe quel nom, mais c'est les déchets. Alors, ces déchets-là, pour maintenir le sang de manière fluide, il est conseillé de se laver à l'eau chaude, à l'eau fraîche directement. Bon, mais dans les pratiques du village, on se lavait à l'eau chaude directement. Et là, on prenait du temps à se remettre. Par contre, dans cette pratique, ce que moi j'ai expérimenté, si on s'est chauffé le corps avec la vapeur et qu'on ait transpiré abondamment de façon à ce qu'au niveau de son menton, qu'on puisse recueillir la sueur à remplir le creux de la main. Et qu'on ait constaté que jusqu'aux plantes des pieds, on est mouillé. Là, on entre directement pendant 2 secondes, maximum, 2 minutes, maximum 3, 5 minutes, c'est trop. On se verse de l'eau à température de l'air ambiant. On va s'asseoir et parler avec les gens comme si on n'était pas malade. Et là, si ça revient demain, on fait la même chose. Mais là, on n'a pas mis les médicaments en soi. Je dis bien que c'est une pratique où on facilite. C'est-à-dire, c'est comme tu peux aller à la mer, tu l'aides à sortir les billes de bois et tout, sans attendre qu'il y ait beaucoup de tours de marée haute pour pouvoir y parvenir. C'est à peu près cela, cette pratique. Bon, maintenant, si le 2e jour, la fièvre revient, parce que ça peut toujours revenir, parce que souvent, soit c'est tôt le matin, soit c'est tard le soir. Tard le soir, ça veut dire à partir de 15 heures, ça recommence. Ça commence à se signaler. Alors, maintenant, tu refais la même chose. Au bout de 5 jours, tu auras complètement éradiqué, du moins sortir de cette histoire-là, sans rien boire. Mais s'il faille que tu boives quelque chose, tu peux boire du citron. Pendant que tu manges l'oignon, c'est-à-dire le jus de citron, 2 citrons dans un verre d'eau, plus une tranche d'oignon. Ceci, c'est de l'oignon, le citron, c'est antiseptique, antibiotique. Bon, on suppose que peut-être au niveau du tube digestif, il y a quand même dans ces langages un trop plein de bactéries, parce que le tube digestif a des bactéries, mais il ne faut pas que ça excède un certain taux. Alors donc, on se retrouve dans une situation de boire quelque chose et on aura bu quelque chose de simple. Cette chose qu'on boit n'a rien à voir à perturber le langage des cellules ou bien à intimer l'ordre aux cellules de se taire. C'est pourquoi on appelle ça les remédiants. Et c'est ce qui fait la différence entre le médicament et le remède. Parce que le remède apporte des réponses à l'environnement dans lequel il entre. Ces réponses sont telles que si le remède a été fait par celui qui sait ce qu'il fait, parce que le problème n'est pas de dire, bon, mais écoute, je vais faire ceci parce que je fuis les médicaments, au risque de t'intoxiquer. Il faut savoir déjà que même au niveau des plantes, il y a les plantes qui ne s'aiment pas entre elles. Si tu mélanges des écorces d'une plante
par rapport à une autre. Si tu manges le fruit d'un genre par rapport à d'autres, tu vas te retrouver en train de faire de la peine encore à l'organisme. Et donc, tout doit s'étudier. Voilà. Alors, bonjour, vous avez parlé du discernement dans la deuxième partie de la chronique. J'aimerais bien savoir de quel discernement s'agit-il, parce que on a l'habitude de nous dire il faut pouvoir discerner le bien et le mal. Mais par contre, vous nous dites il faut pouvoir discerner l'utile et le plus utile. De quoi il est question? Il est question, comme on parlait tout à l'heure, si on n'a pas étudié le vitalisme et qu'on se mette dans la logique de soigner la vie, parce qu'en fait, la réalité est que tout le monde qui part voir un thérapeute a besoin de la santé. Et qui dit santé dit vie, c'est-à-dire bien-être. Et qui dit bien-être dit l'absence de malaise, de douleur, l'absence même d'une situation psychologique de déprime, de stress et tout, dont le bien-être est plus élargi. Alors maintenant, le discernement voudrait donc que on vive conséquemment. C'est-à-dire que le tout n'est pas de dire, bon, je mange ceci parce que c'est ça que j'aime, ou bien je mange ça parce que je mange ça depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Mais c'est de poser la question, pourquoi mangeons-nous ceci ou cela depuis toujours? Ça, c'est un cadre familial où tu penses que dans votre famille, votre régime alimentaire obéit à ce qui te plaît, puisque tu es né dedans et c'est ce qui te plaît à manger, c'est ce que tu manges toujours et c'est ce que tu penses qu'il soit bien mangé. Et là, le discernement doit entrer. Parce que même dans les choses qui sont de nature à donner un soubassement à notre vie, c'est-à-dire les choses par lesquelles notre carcasse physique est eu à bénéficier des éléments venant de ces jours-là, il y a toujours des questions qu'on doit se poser. Par exemple, vous êtes dans une famille où votre communauté s'intéresse trop à l'huile et que votre famille aussi, faisant partie de cette communauté, mange beaucoup d'huile. Et vous aussi, vous naissez dans ce foyer-là où, à la place de l'eau, on met l'huile pour faire les sauces. C'est à peine qu'on met de l'eau. Alors, maintenant, ça peut être bien d'étudier que est-ce que nous mangeons l'huile comme ça, pourquoi? Et pourquoi les autres n'en mangent pas autant? Ou bien tu ne sais même pas comment les autres mangent. Mais tu dois te poser la question que par observation, je ne vois pas les animaux boire de l'huile. Par exemple, lorsque tu mets une assiette d'eau, ou bien la pluie, l'assiette est recueillie l'eau de la pluie. Tu vas voir les bêtes venir boire de l'eau. Même les poules, même les poussins, du moins même les coqs et tout ça, la volaille va venir boire de l'eau. Mais si tu mets l'huile dehors, ça peut dormir là une semaine, un mois. Même l'omnivore que le porc, il ne viendra pas boire de l'huile. Alors, c'est ça le discernement. C'est-à-dire que tu commences à t'interroger pour voir ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. Malgré que tu trouves que c'est bien. Donc c'est le début de la science. C'est pourquoi, lors de la dernière édition, ou bien des deux dernières éditions, on disait que la science n'est pas faite pour les universités. Là-bas, c'est une science appliquée, c'est une partie de la science. Quand je dis la science n'est pas faite pour les universités, parce que l'université n'enseigne pas une science globale. Par contre, une personne au village peut être très scientifique
Parce que cette personne sait observer. Cette personne expérimente tout ce qu'elle observe. Et cette personne peut décrire ou expliquer la chose de manière à ce que lorsque tu rentres dans ces observations, tu trouves que ces résultats ne sont pas les résultats éphémères. C'est-à-dire, le genre, comme je le disais tantôt, la médecine officielle, c'est rapide, c'est efficace. Mais pour quels résultats? C'est-à-dire que si tu as des règles douloureuses, que tu prennes des anti-inflammatoires, ibuprofène, ceci, cela, c'est rapide. Mais certaines fois, non seulement c'est rapide, dans les effets indésirables et dans les mises en garde qui sont portées sur les notices, on dit bien que ces produits-là peuvent altérer la fertilité de certaines filles qui sont en situation de règles douloureuses, mais qui peuvent aussi vouloir procréer. Alors, donc, déjà l'industriel, dans son honnêteté, parce que ce n'est pas parce qu'il cherche de l'argent qu'il ne va pas dire ce qui peut arriver avec son produit. Le signal. Donc tu as eu les règles douloureuses maîtrisées instantanément. Parce que tu n'as pas voulu écouter le langage des cellules, dans le sens à faire le discernement. Que pourquoi j'ai les règles douloureuses? Parce que c'est le discernement qui te conduit plus loin et qui t'amène à prendre des bonnes décisions. De trouver les remédiants. Les remédiants peuvent être que peut-être toi tu as les règles douloureuses parce que tu bois trop de sucreries, parce que tu manges des friandises, parce que. Mais toi tu ne peux pas voir la chose de cette manière parce que dans la maison où vous habitez, tes sœurs aussi en boivent et en mangent, mais non pas des règles douloureuses. Et tu te poses la question que, attends, mais si ça donnait un tel résultat, parce que ton observation ne te permet pas de conclure que le fait de se comporter comme ça peut entraîner une situation du genre. Tu vas continuer à boire. Mais tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas chercher à savoir que chaque personne est une entité à part. Tout le monde n'a pas les mêmes réponses pathologiques par rapport au choc que les cellules ont au même moment. C'est ça aussi. Alors, professeur, à vous entendre parler, ce serait un discernement autre ou alors un peu plus approfondi que le discernement classique qu'on a l'habitude d'entendre et que l'on voudrait qu'on ait. Mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est ce discernement-là, c'est tout le monde qui peut l'avoir ou alors c'est une catégorie de personnes ou alors il faut peut-être être né avec un certain potentiel, je ne sais pas, un certain don pour pouvoir arriver un jour à un moment donné de sa vie se poser certaines questions. On ne peut pas voir le discernement de la même manière, nous ne sommes pas éduqués de la même manière. Alors, chacun est avec un tempérament. Tu as un petit enfant, tu le tapes, il te toise. Toi la mère, il te toise. Que tu m'as tapé, je vais dire à papa. Mais tape-le encore, il y a quoi? Dis-lui, on ne toise pas la maman. Qu'il prenne l'habitude et qu'il sache que tu n'es pas en train de jouer avec lui à tout moment. Il y a le moment de jeu. Ça l'aide à ce que son discernement commence à partir de cet âge-là. Mais ailleurs, on va te dire, on ne tape pas sur les enfants, c'est quelle histoire ça? Tu ne peux pas laisser l'enfant jouer avec toi. Non. Parce que tu es son guide. C'est toi qui dois l'orienter. Et l'orientation que tu lui donnes en tant que guide, qui passe par l'amour maternel ou paternel, voudrait qu'il se rende compte de ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Ne serait-ce qu'à ton petit niveau. Parce que ça commence d'abord comme ça. Le bébé gâté. Alors, tu as une petite fillette qui pleure à tout bout de champ. On lui met les biscuits dans la bouche. Il cesse de pleurer. Il commence à dire que mais quand je fais mes caprices là, on me fait quelque chose de bien. Alors maintenant, à un moment donné, ça ne sera plus les biscuits, ça sera le chocolat. À un autre moment, ça ne sera pas de chocolat. Ça va aller comme ça, grandissant, jusqu'à quand elle a 15 ans. C'est une montre,
c'est un téléphone, c'est ceci. Au point où, à un moment donné, toi qui l'as habitué, qu'à chaque fois qu'il se plaint, à chaque fois qu'il fait des caprices, allez, directement tu interviens. Tu n'auras plus les moyens d'intervenir. C'est ce qui fait que d'autres filles sont dans la rue, en train de piéger les hommes, ou sont même dans le groupe des bandits. C'est la même chose avec des garçons. Hein? Il n'est plus gérable à un certain moment. Et il va même jusqu'à se retrouver dans la rue, dormir à la belle étoile, comme s'il n'avait pas de parents. Parce qu'il ne veut plus la brimade. Et cette brimade, ce n'est pas une brimade, on ne le tape pas, mais parce qu'on ne lui donne pas ce dont il a besoin à l'instant T. Alors, résultat, il quitte la maison pour aller retrouver les amis, se mettrait à arracher les téléphones, à faire ceci, à faire cela. Donc, il n'aura pas le discernement. Il ne saura jamais que ce qu'il fait n'est pas bon. Parce que je disais l'histoire de Mark Tyson. C'est en prison qu'il savait que ce qu'il faisait dans la rue n'était pas bien. Mais lui, il trouvait le plaisir que quand il te trouve en train de compter de l'argent, il arrache cet argent. Si c'est 100 000, il compte 60 000, il te remet 40 000, il empoche. Et si tu veux discuter avec lui, il t'engage la bagarre. C'est dans la rue qu'on le prend donc pour aller boxer au ring. Et là, il boxait inhumainement. Et il boxait bien. Mais c'est lorsque il entre en prison, il est islamisé, qu'il constate que, mais attends, faire couler le sang souvent parce qu'on cherchait de l'argent, c'est pas quand même un métier noble. Là, et les difficultés qu'il avait avec le procès qui était bancal, et la nouvelle morale qu'il a eue de la prison, et les dettes qu'il avait, il fallait qu'il boxait toujours. Et là, sa boxe n'était plus comme avant. Donc quand on prend conscience, parce qu'on a eu un bon discernement, ou on a eu une bonne éducation, une éducation qui te permet de distinguer un certain nombre de choses à la base, on n'est pas gênant. Lorsque vous éduquez très mal votre enfant, vous gênez toute une communauté, toute une collectivité. Cet enfant-là vous tape et part en route agresser les gens et tout. C'est-à-dire, c'est du poison social que vous avez mis en place. Donc, mais, c'est pourquoi je dis, il faut, d'abord, par exemple, pour ce qui est de nous les parents, normalement, on devrait avoir une école pour être parent. Mais cette école qui allait la faire, c'est toujours les mêmes gens qui ont organisé les écoles mercantiles qui diplôment les gens sans qu'ils ne soient intellectuellement discernants. C'est la même école qui devrait continuer. Donc, quand tu as un enfant, moi, je me porte en faux que l'enfant soit né méchant comment, qu'il ait un tempérament très difficile comment, s'il trouve un père sérieux, lucide, hein, et aimable, bon, et qui tient en main ses responsabilités, il sera un autre enfant. Donc la base du discernement commence par ce qu'on a comme éducation de base. D'abord, et arrive dans le milieu scolaire. Tu entres en compétition, tu veux que tu sois quoi? Le premier de la classe, il vient se moquer de toi, mais tu triches pour devenir premier aussi. Alors, ce genre d'école, c'est ça qui a foutu le monde en l'air. On devrait faire des écoles en fonction du don et de la vocation de chaque individu. Et cela devrait se passer par des études métaphysiques. Chacun a quelque chose dont il peut se rendre utile dans le monde, c'est-à-dire pour une communauté, pour une collectivité, pour un pays, pour un continent et pour le monde. Chacun de nous. Mais il y a des gens qui sont réduits dans les métiers qui ne concernent pas leur don ni leur vocation. Et puis meurent comme ça sans se rendre utile à qui que ce soit, même à leur propre famille. Professeur, tout à l'heure, vous aviez dit qu'on avait besoin d'une éducation de base bien faite pour pouvoir, pour pouvoir donner à l'enfant ce discernement dont il aura besoin. Mais en même temps, vous avez pris l'exemple de Mike Tyson qui, une fois en prison, prend conscience du fait que ce qu'il fait n'est pas bien et il décide de changer. Donc, moi j'ai bien envie de savoir, le discernement, est-ce qu'on peut l'avoir à tout moment?
Ou alors, il faille absolument commencer à l'avoir dès le bas âge. Alors, il y a des gens, même dès le bas âge, il n'aura pas de discernement. Il y a des enfants, tape-le, punis-le, faire quoi, il va faire ce qu'il veut. Ça c'est sûr. Bon. Mais là, il y a aussi un autre problème, c'est que toi-même qui l'éduques, tu n'as pas un bon discernement. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut lui faire mal. Peut-être ce qui peut lui faire mal pour toi est bien ça, mais que pour lui, ça le rend encore plus hargneux. Bon, donc le discernement commence partout. Alors, et ça se retrouve à tous les niveaux nécessaires. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des discernements et qui ne peuvent avoir des discernements que lorsqu'ils sont aux prises à une situation. C'est là qu'ils commencent à voir clair. Il y a des gens, il a beau être chrétien, il sait que tout ce qu'il fait est bon. Parce que par exemple, quand il a faim, si c'est une fille, non, l'adultère n'existe pas. Mais lorsqu'elle a fini de manger, elle est dans le registre de la prêche de l'adultère. Alors, si tu peux lui poser des questions que pourquoi tu es comme ça, il s'enflamme. Je ne sais pas, moi j'ai essayé d'étudier ces phénomènes et je me pose la question, à quel moment ces gens-là sont logiques vis-à-vis d'eux-mêmes? Mais souvent, c'est des gens que, quand tu étudies leur vie, tu vois qu'ils n'avaient ni le père ni la mère à contrôler ses mouvements. Elle a vécu comme une personne comme l'arbre qui pousse dans la brousse, ou comme un cours d'eau qui coule et qui peut onduler et se retrouver dans n'importe quelle direction, sans qu'il y ait quelqu'un qui canalise l'eau pour que le nid de l'eau ne soit que droit. Alors donc, cela est possible qu'on naisse avec un tempérament où on attend qu'on ait un événement qui dérange sa propre vie pour commencer à se poser la question que pourquoi j'ai cet événement. Hein? Mais sinon, tout ce qui se dit, ça entre là et ça sort là-bas. Donc c'est comme pour dire que quand une personne a atteint un niveau où elle est au-dessus de la loi, elle ne peut pas avoir de discernement. La personne en question ne peut pas avoir de discernement. Donc il y a plein de choses qui nous obligent de se poser des questions. La famine oblige à ce qu'on se pose des questions. Et cette famine peut être une histoire que tu manques des moyens et tu as faim. Et puis, tu peux avoir un discernement, c'est que comme je manque les moyens, je manque du travail. Je ne dois pas les manger chez des amis tout le temps. Je dois alors faire comment? Alors, le discernement va t'amener à créer quelque chose qui te permet de manger. Donc, le discernement aide à tout moment d'avancer. Surtout, le bon discernement, parce que c'est le bon discernement qui est lié à la science. Et la science ici, il s'agit de la spiritualité. Voilà. Alors bonsoir, dans la deuxième partie de la chronique, Krishnamurti, voilà, je crois que j'ai bien prononcé le nom, disait quelque part, il est toujours dans le cadre du discernement de l'utile et plus utile, disait il est bien de nourrir des personnes, mais il est mieux de nourrir les âmes. J'ai envie de poser la question, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ne faut pas venir en aide à celui-là qui a besoin de manger? Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à... Je vais dire une chose. Si quelqu'un est dans un poste de travail où chaque jour, il travaille par exemple à la douane, où chaque jour, il a ses 50 000, ses 100 000, ses 200 000. Il y a des risques que demain matin, qu'il n'ait plus rien. Alors que son salaire même, peut-être c'est 200 000. Et s'il n'a que ça, il ne peut pas se permettre le luxe de sortir du travail avec ce salaire-là, donc aller à la banque, au cas où c'est un virement, ou alors de sortir avec cet argent. Au carrefour, il finit ça. Il rentre à la maison. On ne peut pas.
Donc il y a un problème, hein, qui voudrait que lorsque on est dans une situation où on a la vie à gérer, on ne la gère pas comme quand on n'a rien à gérer. Non, c'est pas, tu reviens sur ta question pour que je... Non, en fait, je disais tantôt que Krishnamurti disait il est bien de nourrir Voilà. des personnes. Alors je reviens. Alors donc, maintenant, si tu prends donc, si j'ai pris cet exemple, et j'allais me perdre, bien sûr, donc je m'excuse, et pour toi et pour les téléspectateurs, c'est que si tu prends donc une personne que, quand elle a son argent, on rencontre ça souvent chez les femmes, elle a son argent, à la fin du mois, elle prend tout ce qui l'intéresse. Au cours du mois, elle racole. Elle racole, c'est qu'elle appelle M. X et lui dit, je n'ai pas mangé depuis le matin. Mais c'est comment ton salaire marche pas? Il dit, ah, les gens là ne nous payent même plus. Non. Maintenant, si toi, tu joues à ces jeux, tu ne l'aides pas. C'est à chaque fois que cette personne t'appelle, que tu sois son frère, que tu sois son amant, ou que tu sois son père, tu ne l'aides pas. Il faut que la personne là sache qu'au lieu de faire la barrière de la maison de son père, au lieu d'équiper sa chambre, au lieu de mettre du paraître dans sa vie, qu'elle dise que le petit argent là, je dois créer peut-être une entreprise secondaire. C'est-à-dire que je dois ouvrir un petit commerce, je dois faire quelque chose d'autre, parce que si je ne compte que sur ça, je ne pourrai pas m'en sortir. Tu continues à aller au travail, tu laisses d'abord les histoires des barrières, les histoires d'embellir ta chambre pour que si tes copines viennent et tout, et puis tu t'achètes tout ce qu'il y a comme produit de décapage et tout, des décapants et tout. Après, l'argent fini, tu commences à appeler les gens. Et comme ça, toute ta vie, tu vieillis dedans comme ça, là, jusqu'à ne pas pouvoir se marier. Il y en a des filles comme ça. Alors, là, il faut faire attention d'aider une personne du genre. C'est ce que je crois. Bon, moi, je ne suis pas très chrétien, mais je lis la Bible souvent. C'est ce que la Bible dit. Ne donne pas la nourriture des enfants aux cochons. Parce que lorsque ces porcs-là vont finir par finir avec la nourriture, ils vont dévorer tes enfants. Parce qu'ils auront toujours faim. Hein? Alors, il faut essayer de voir comment tu vas nourrir les cochons, leur permettre de se nourrir eux-mêmes et qu'ils prennent l'habitude comme ça. Donc, Krishnamurti dit que de donner l'impression à un être humain que tu l'aides. Il faut le former. Bon, tu entres dans une maison, tous les enfants vont à l'école, mais toi, on ne t'envoie pas à l'école. Parce que le père dit que c'est l'enfant de mon cousin, ou bien l'enfant de ma soeur. Bon, si ma soeur n'a pas pu l'envoyer à l'école, je m'en fous. Mais pendant ce temps, on te donne à manger, tu as le luxe. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, à l'heure que tu veux, tu trouves qu'on a fait la table avec la bombe, avant que les autres n'aillent à l'école. Et toi aussi, ton plat, hein, ou bien, je ne sais pas moi quoi, ton café, ta tasse de café, la tasse est là, ça t'attend tout ce qu'il faut, hein, le lait, les morceaux de viande et tout ça t'attend comme si tu allais quelque part, comme si tu allais aussi à l'école. Et tu te contentes de vivre dans cette maison-là comme ça, avec la bénédiction de ce qui est dans la tête de ton oncle, que tu ne deviendras rien. Hein? Alors, est-ce qu'il t'a nourri comment? Il t'a nourri pour que tu ne deviennes rien, que tu te contentes de ce que tu manges aujourd'hui et que demain tu deviennes quoi? Alors, donc, il y a ça. Et il y a aussi que tu peux nourrir les gens, les envoyer à l'école. Très bien. Mais tu ne les enseignes pas l'amour du prochain. Hein? Lorsqu'ils auront des moyens, ils seront arrogants. Et leur arrogance va retourner même contre toi parce que tu n'as pas balisé le côté spirituel de leur vie. Tu es entré dans les logiques
de la concurrence. C'est-à-dire, tu as des petits frères, tu as tes enfants, tu leur dis tout le temps, je voudrais que vous ayez les diplômes à dépasser les enfants de tel. Mais attends, prêt à tout faire pour que cela soit possible. Est-ce que tu les as formés? Tu ne les as pas formés. Alors au finish, qu'est-ce qu'on fait? On aide ou on n'aide pas? Alors pour aider quelqu'un, il faut l'aider par rapport à ses dons et à sa vocation, pour qu'il y ait le mérite de l'aide, pour ce qui est du point de vue matériel. Un. De deux, pour l'avoir aidé dans ses dons et dans ses vocations, il est probable qu'il ne se sentira pas étrange à quoi que ce soit, donc il ne se comportera pas comme un parvenu. Parce que, prenons par exemple quelqu'un qui aime la mécanique et qui sait que la mécanique, hein, le mécanicien qu'il va devenir, c'est un métier salissant. Hein? Mais il sera à l'aise avec. C'est comme une personne qui pousse. Il a le pouce, il a quelque chose qui l'aide à transporter des colis d'un point à l'autre. Et que lui, il a dit que c'est son métier, il ne fera rien d'autre dans la vie. Il est toujours mal habillé du 1er au 31. Quand il rentre chez lui, il se lave, il se couche parce qu'il a tellement été trimballé par les clients dans la journée, au point où il ne part pas en boîte de nuit, il ne part nulle part. Il attend le matin pour recommencer avec le même tralala. Ce n'est que les week-ends. Et les week-ends, c'est samedi soir, après-midi ou dimanche matin qu'il peut s'habiller autrement, aller au culte. Mais cette personne-là ne jalouse pas les gens qui ont les voitures. Il n'a pas besoin. Il a sa petite maison, sa petite famille. Il se fout de ce que vous valez. Il a sa valeur. Il ressent que c'est comme ça qu'il doit vivre. Alors cette personne est dans son registre de quelqu'un qui fait un métier qui l'intéresse. Hein? Et le gain de ce métier est utilisé à des fins utiles. Ce n'est pas pour se faire voir. Mais lorsque vous mettez quelqu'un dans un métier qui n'est pas le sien, par exemple, il y a des sociétés qui ont des métiers à valeur ajoutée, hein, les sociétés de téléphonie et tout. Bon, on peut prendre quelqu'un qui va peut-être faire l'horoscope. Il va copier les choses à gauche, à droite, il va implémenter dans le serveur. Et puis, il aura un salaire de 1 million ou de 800 000, parce que l'horoscope, au niveau du téléphone, donne les 80 millions le mois. Et tout, on va lui donner, disons, 800 000. Alors, pour lui, il sait qu'il ne fait rien, mais il gagne de l'argent. Parce que ce qu'il fait ne l'intéresse même pas. Il ne croit même pas à ces choses. Alors, comment tu veux qu'il ne soit pas arrogant? Mais il est un parvenu dans la vie. Donc, il y a plein de gens comme ça. Lorsqu'il est dans cette situation, il a une voiture, il a une maison, des services et tout. Mais il voit les autres gens comme des minables cafards. Alors, on va proposer la réflexion à nos téléspectateurs et puis on revient pour la suite de notre émission. L'homme est-il fait pour que l'on puisse tenir sur lui un discours aussi précis que celui du pharmacien ce matin, en allant jusqu'au fin fond des molécules? C'est un discours certainement exact, tout en étant un discours provisoire, puisqu'on en saura plus un certain jour. Comment se fait-il que la médecine moderne, conventionnelle, hospitalière, nous est tirée d'affaire de telle sorte qu'il n'y a pas photo par rapport à la médecine de l'Antiquité, quel que soit le pays considéré? Nous devons à cette médecine, pour la plupart d'entre nous, au moins la chronicisation de nos maux et peut-être la vie, médecine et chirurgie comprises. Qu'est-ce que l'homme pour que cette médecine puisse fonctionner? Mais qu'est-ce que l'homme pour que un autre type de médecine, qui va compléter les lacunes de la première, puisse aussi fonctionner? Et cet autre type de médecine, alors on a dit ce matin qu'il y avait 3 types de médecine. Il y avait la médecine allopathique, la médecine homéopathique, la médecine nutritionnelle. Je dirais, il y a la médecine hétéropathique. L'autre qui est excommunié, stigmatisé par la première, comme irrationnel en vrac.
Et effectivement, pour une bonne part, il y a dans cette autre médecine de l'irrationnel en vrac et du charlatanisme en série, à but lucratif évidemment. On n'est pas charlatan pour rien. Classique où on inventait de toutes pièces un Huron ou un Persan pour pouvoir critiquer la France. Mais là, c'est pas pour critiquer, enfin c'est pas seulement pour critiquer, c'est parce qu'il y a des choses effectivement à savoir et qui ne relèvent pas de l'histoire. Hein, on a entendu les hommages divers et variés ce matin rendus à divers types de médecine dans diverses nations. Effectivement, ça a constitué des bases. Alors il y a des oubliés, il y a deux grands oubliés, la Grèce, dont on n'a pas encore parlé, donc on va aller en Grèce, mais il y a deux Grèces, et puis il y a l'Afrique, la grande oubliée. Sauf que c'est pas l'Afrique historique dont je vais vous parler, c'est l'actuelle. Et fréquenter l'Afrique actuelle, du moins dans certaines de ses parties, donne des choses qui n'ont rien à voir avec l'utilisation de l'histoire pour le passé. Parce qu'on va avoir de la présence. Et de la présence d'un certain nombre d'éléments qui vont faire valoir, à contrario, à quel point nous avons perdu un certain nombre de choses. Autrement dit, l'Afrique comme piqûre de rappel, l'Afrique comme choc destiné à nous sortir de notre sommeil dogmatique en médecine. Et pour pousser la provocation encore plus loin, parce que j'aime ça, et j'espère que vous accepterez au moins la provocation au titre de qui pousse à la question, même si vous ne me suivez pas jusqu'au bout, je prendrai ce qui, en Afrique, est le plus apparemment contraire à notre rationalité médicale en vigueur. Non pas la pénurie médicale qu'on constate dans beaucoup de pays d'Afrique et qui motive les ONG, et c'est très bien. S'ils pouvaient avoir une meilleure médecine, ce serait parfait. Des meilleurs hôpitaux, ce serait parfait, à condition de ne pas refaire les éléphants blancs que vous savez. Il y a la médecine empirique, il y a la phytothérapie qui intéresse nos laboratoires, il y a quantité de choses encore à trouver. Non, ce qui m'intéresse le plus, pour des raisons très précises, c'est ce qu'il y a de plus irrationnel en apparence, la médecine mystique ou métaphysique. Voilà. Nous sommes de retour. Alors, professeur, on parlait tout à l'heure, autant pour moi, la réflexion nous présentait les différents types de médecine, même comme il y en a qu'on ne comprend pas très bien. La médecine hétéro, je sais pas... Disons la médecine mystique. Voilà, la médecine mystique. À quoi est-ce que cette médecine consiste? Alors, la médecine mystique est liée dans le rationnel et l'irrationnel en même temps pour atteindre le but. Le but étant de restaurer la santé. Parce que on définit par la santé par l'absence des troubles morbides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne ressens plus aucune douleur. Mais par contre, la maladie continue. Prenons le cas du diabète. Quelqu'un est diabétique, il boit son médicament, le taux de glycémie est supposé baisser, mais pourtant non. C'est une fascination. La preuve, il faut boire encore le médicament dans l'après-midi ou bien demain matin, ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, pour maintenir l'équilibre. L'équilibre ici, c'est que tu ne vas pas trop uriner, tu n'auras pas trop faim, tu n'auras pas trop de fatigue. Bon, disons, tous les signes et symptômes qui se dégagent du langage des cellules vont s'éteindre. Et puis, tu vas te sentir à l'aise. Tu peux travailler tranquillement. Jusqu'à faire un coma. Alors, par contre, dans la médecine mystique, on ne lit pas la santé comme ça. On dit la santé que à quel moment on doit donner une potion, comme on disait tout à l'heure dans le cas d'une fièvre. Tu n'as pas les moyens de te procurer d'une potion, tu entres sous la couverture, tu te chauffes, bien, la fièvre peut partir, on ne sait jamais. Tout comme tu peux utiliser des décoctions, et ça marche. Alors donc, il faut aligner les deux éléments à la fois, pour permettre à ce qu'on sache. Mais il y a au-delà de ça, des maladies occultes, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement, de magie noire. Ah, ça, est-ce qu'à l'hôpital on va voir ça? Non. On va donner la charge au psychiatre. Il n'a aucune possibilité de savoir exactement de quoi il est question. Il ne coûte que la déclaration de malade ou bien l'état physique du malade pour administrer les psychotropes. Il n'y a pas un scanner pour savoir si le sorcier t'a touché. Il n'y a pas un scanner pour savoir
si ton stress vient de quelqu'un qui t'embête dehors. Par exemple, une fille qui stresse, elle maigrit, simplement parce qu'elle voulait absolument la main d'un monsieur qu'elle aime tellement, jusqu'à commencer à délirer. Alors ça inquiète la famille, on l'amène à l'hôpital. Et quand on l'amène à l'hôpital, c'est pas pour que la fille la guérisse de quelque chose, non, puisque son véritable problème n'est pas le médicament qu'on lui donne, mais elle développe déjà des pathologies, c'est-à-dire certaines malaises et tout, qui, à l'écoute de ce qu'il dit, sont symptomatiques. Et le médecin est là pour les symptômes. Voilà. D'accord, nous allons prendre la peine d'apporter des réponses aux multiples messages que nous avons reçus. C'est le SOS téléspectateur. Alors la première question, bonsoir, comment faire pour apprendre la métaphysique et respecter les lois de la nature? C'est une question simple. Pour apprendre la métaphysique, il faut en estimer le besoin. De un. De deux, les vraies écoles de la naturopathie ne sont pas comme les universités, sont des mouvements ésotériques en fait, qui ne reçoivent pas les gens simplement parce que tu as adhéré à l'école directement. On commence à te donner cours. Il y a une période préparatoire. Comme il y a une enquête de moralité, parce qu'il y a des gens, il a besoin de cours, croyant qu'il y a des possibilités de faire des pratiques contre ses amis, contre les membres de la famille, contre ci, contre ça. Il faut que ces idées-là disparaissent avant que tu commences à faire le cours. Et là, c'est ça qui fait dire que lorsque le disciple est prêt, le maître se présente. Alors maintenant, le reste, c'est que celui qui est né pour faire ces études-là finira par les faire. Alors, lors de la méditation, quel doit être le sujet de nos pensées et quelle position à adopter? La méditation doit d'abord être préparée par une hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est l'hygiène de vie qui te donne le sujet de tes pensées. Parce que, prenons une personne qui a besoin de quelque chose dont il n'a pas le droit. Que la nature ne juge pas nécessaire à ce qu'il ait cette chose-là. On commence par le petit enfant qui voit la bougie allumée. On le porte encore, c'est à peine qu'il fait 2 pas souvent à la maison. Donc marche pas encore bien. Et il veut toucher la flamme. Alors la mère refuse et commence à pleurer. Il pleure fortement et il veut quitter la main pour plonger sur la bougie. On le retient. Alors une mère maligne doit prendre la main de l'enfant et l'amener vers la flamme. Dès que la flamme va le brûler, il saura que ça, ce n'est pas une flambée d'or. Et cet enfant, tu ne le verras pas tomber dans un feu où alors il y a beaucoup de flammes. Parce que s'il voulait toucher la flamme de la bougie, qu'est-ce qui ne prouve pas qu'il aura même besoin de plonger dans le feu? Donc, il y a un fonctionnement qu'il faut pour pouvoir arriver à un sujet qui rééquilibre le raisonnement de l'enfant et de surcroît, en grandissant, on a un raisonnement équilibré. Alors, comment augmenter sa vitalité et bien sûr, comment nourrir l'âme? Alors, augmenter sa vitalité, ça se passe par une bonne respiration. D'abord, des séances de respiration bien rythmées, dont un petit sport, souvent aussi, une alimentation peu encombrante, une consommation d'eau
bien diligenté, l'ensemble de tout ça améliore la vitalité de l'individu. Donc en bref, c'est des conditions de vie, une discipline de Oui, vie de qu'il vie. faut Si tu avoir. bois l'alcool, si tu bois les sucreries et tout, c'est pas la même chose. Si tu manges de la friandise, tout le temps, c'est des choses, il faut prendre ça comme ça quand il y a un événement. Voilà, c'est pas des choses à se mettre dedans régulièrement. Et son âme, comment est-ce qu'on va... Alors l'âme, c'est quelque chose qui est très complexe. On dit dans un corps sain habite une âme saine. Alors si tu développes beaucoup de maladies physiques, il y a des risques que ton âme ne soit pas en santé. Comme l'âme ne meurt pas, il y a donc des risques que l'âme abandonne son corps, ou du moins le corps en question, pour se retrouver ailleurs. Et on va dire que tu es mort. Alors donc, si quelqu'un reflète, c'est-à-dire si on peut lire la santé chez un individu, si la personne est joviale, elle ne se fâche pas régulièrement, elle ne stresse pas, elle n'est pas déprimée et tout, ça veut dire aussi que son âme est en rapport avec cette attitude. Mais si vous avez l'attitude de toujours fâcher, de toujours ceci, cela, il est fort probable que votre âme ne soit pas en déphasage avec cette attitude. Donc, c'est que donc dire que votre âme aussi n'est pas en santé. C'est-à-dire que l'âme ne soit pas malade. Parce que c'est pas forcément, et je dis pas forcément que l'âme est souvent malade. Non, mais je veux dire que l'harmonie du corps, le reflet externe du corps est en fonction de l'état de l'âme. On peut dire l'état d'âme, mais pas l'état d'âme, mais l'état de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui se morfond dans des projets ambitieux qui ne réussissent jamais. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux avoir une maison, tu as un terrain à acheter, tout cela, et tu te tords tout le temps avec les maux de tête et ceci et cela, mais tu fais du mal à ton âme. Parce que toutes ces choses-là, tu vas mourir et les laisser. Et quand tu vas mourir, ton âme va devenir quoi? Tu as torturé ton âme au cours de ton existence, donc tu es en train de faire en sorte que, au lieu que ton âme s'élève lorsque tu meurs, ton âme reste cramponnée sur la matière. C'est là où on dit souvent que lorsqu'on fait un accident, l'âme ne part pas directement. Avant même que l'accident ne soit connu, les amis de la personne accidentée sont au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que des silhouettes ou bien des présences de la personne s'établissent dans les chambres, la chambre à coucher des amis, que tu es comme ça, tu vois l'ami là, comme s'il est devant toi, avec une attitude que tu ne comprends pas. Quand tu ouvres bien les yeux pour bien voir que, mais attends, qu'est-ce que je vois comme ça? L'image là disparaît. Et tel autre ami a vécu la même chose, tel autre et tel autre. Ce qui veut donc dire que l'accident là est tel que l'âme est surpris d'avoir sa carcasse, du moins le corps dans lequel elle habitait, l'abandonner en si bon chemin. Voilà. Alors, on a une autre question. Parce que traitant de l'irrationnel, la médecine mystique est soumise à tous les abus. Comment reconnaître le vrai mystique? Alors, la médecine mystique n'est pas soumise à tous les abus, à dépasser la médecine qui intoxique les gens chaque jour. La médecine de l'intoxication, la médecine qui fait mal aux cellules. Parce que si c'est un médecin qui pose cette question, qu'il sache qu'il est dans le registre de la malfaisance. C'est-à-dire dans un registre où la loi du plus fort et les rapports de force, les problèmes d'hégémonie, les problèmes impérialistes sont tous collés sur une médecine qui a manqué son devoir. Son devoir, c'est d'étudier comment redorer le blason à l'art médical et donner la santé aux gens, que d'utiliser des choses
Tel que quand on est malade, on donne seulement de médicaments, on ne réfléchit même pas que, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les causes de la maladie? Bon, la médecine mystique, si tu pars chez un villageois qui a appris à soigner les gens par rapport à l'école traditionnelle qui était l'école de son père, il sait quelle herbe mélanger avec quoi, quelle plante, quelle écorce, quelle racine. Il n'intoxiquera jamais personne. Jamais. Mais alors que la médecine officielle, on part à l'école de comment intoxiquer les gens. Alors, de quoi on parlait souvent? L'école là, c'est que tu prescris des produits pour que les gens soient intoxiqués. Alors, professeur, j'aimerais ajouter un peu d'eau dans le moulin moulin. de l'auditeur. Ah, oui. Quand j'ai l'impression que, en fait, on voudrait plus faire allusion aux multiples, je vais dire, imposteurs, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui se présentent, ils sont nombreux qui se présentent comme étant des guérisseurs. Mais au finish, on se rend compte que, en fait, ce sont des joueurs. Ils sont là pour prendre de l'argent. Et puis après, il n'y a pas... Mais il y a quelque chose qui a favorisé ça. Nous, quand on était petits, il était interdit de boire des plantes médicinales par l'Église. Aujourd'hui, il y a des prélats qui sont des naturopathes. Il y a quelque chose qui a permis ça. De l'esclavage à la colonisation, les Africains ont perdu de repères. On a organisé le faux. Tout le monde est entré dans ce faux. Quelqu'un vient et te dit qu'il a mal d'estomac. Toi, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que le mal d'estomac en question. Mais tu as ton produit de l'estomac. Tu vas lui donner ça et te donne de l'argent. C'est ce qui se passe dehors. Là, je suis d'accord avec toi. Mais quand on va lui donner aussi Malox ou le phosphalogel, ça va donner quoi? Ça va créer le cancer d'estomac chez certains individus. Ça n'a été le cas. Moi, je suis dans ces histoires depuis 45 ans. Je ne dis pas que je fais que du bien. Moi-même, peut-être que j'ai des reproches de X et Y. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Mais il faut quand même, essayer de faire ce peu que tu peux. Si tu reçois 100 personnes et que tu as fait de mal à une personne, on ne peut pas dire que tu as bien fait quand même, parce que 99 ont reçu du bien de toi. Tu dois regretter d'avoir perdu une personne parmi les gens que tu as reçus. Mais toujours, elle te dit que tu n'es pas comme celui qui a fait du mal à 99 personnes. Et puis sans qu'il ne soit attaquable. Le système médical officiel veut que le médecin prescrive, que l'industriel fabrique. Et que quand il y a un problème du produit, comme Mediator a eu des problèmes, aucun médecin qui avait prescrit Mediator n'est concerné par ça. Ce qui fait donc que c'est quelque chose de métaphysiquement pas correct. Hein? Donc je pense que si les gens se soignaient bien dans les hôpitaux, il n'y aurait pas de charlatans au quartier. Parce que 90% des malades qui viennent au quartier, souvent, avec des cas de pathologie très très accentués, viennent des hôpitaux avec un dossier. Hein? Et quand tu fais la lecture, hein, dans le cadre des médecines alternatives, la consultation dure de 1 heure à 2 heures du temps. Tu dois faire l'évaluation du taux de vitalité de la personne, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'évaluation, tu dois entrer dans tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a pris comme traitement. Mais tu vois des énormités dedans. Parfois, tu vois une personne, à cause des produits de l'hypertension, il ne bandait plus. Hein? Son épouse est partie. Bon, et ça se vérifie facilement. C'est vrai qu'on est en train de réactualiser ces notices parce que... mais nous, on a quand même la jugeote, on les copie, on met de côté. Parce que le site internet qui permettait de savoir les additifs alimentaires qui étaient comme des éléments, des excipients de médicaments, est parti du net. On l'a enlevé. Je ne sais pas, parce que j'en parlais trop, ou ça s'est passé comment. Voilà.
Professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de conclure? Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes toujours à l'heure de la pandémie, puisqu'il y a recrudescence de la pandémie ici et là. On va essayer d'apporter une touche qui nous est propre pour essayer d'amener les gens à ne pas trop paniquer, à prendre conscience qu'ils peuvent être des affranchis d'un système. Voilà. Alors, j'espère que vous aviez pu retenir, alors tirer de bonnes choses de notre entretien de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, vous avez la chance de revoir votre émission sur YouTube. Et pour tous ceux-là qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, nous ferons le nécessaire pour que ce soit fait d'ici la fin de la semaine. Rendez-vous à la semaine prochaine.